une minute ou deux euh, pour que les derniers arrivants aient une chance de voir le début. Donc voilà, on va attendre 1 ou 2 minutes. Donc bonjour à tous, bienvenue au webinaire Varnish High Availability. Euh, c'est donc la session française. Ce coup-ci, vous me pardonnerez, j'ai conservé mes slides en anglais. Mais voilà, je vais parler français tout au long de la session. Alors, avant de débuter, apprenons d'abord à se connaître. Je m'appelle Guillaume Quintard, je suis un développeur Varnish Software. Et du coup, je m'occupe à la fois du développement, des pre-sales, des formations, du support, conseil, bref, tout ce qui a à voir avec le côté technique de Varnish. Je vais avoir une chance d'y toucher. Je suis donc français, je suis à Paris pour le moment et le but c'est de partir avec Varnish aux États-Unis, histoire de se rapprocher un peu du soleil de la Californie. Je suis donc employé par Varnish Software. On propose la solution Varnish Plus, qui est basée sur la solution open source Varnish Cache, à laquelle on va ajouter des features, des fonctionnalités pour les entreprises principalement, qui ont besoin de consoles d'administration, de moteurs de statistiques, de réplication cache. Varnish High Availability est un des produits de la suite Varnish Plus. Et on offre aussi notre expertise à nos clients par le biais de formations et conseils, ainsi que beaucoup de support. Alors, notre plan pour aujourd'hui, ça va être évidemment de parler de VHA, Varnish High Availability, comment ça marche, comment ça se configure, faire une petite démo, mais avant ça, on va essayer de faire un petit tour d'horizon du contexte, comprendre ce qui nous a amené à créer cette solution, et du coup les problèmes que vous pourriez avoir et qui pourraient vous amener à utiliser VHA. Une fois que ce sera fait, donc on présentera VHA, on enchaînera sur une petite roadmap avec les nouvelles features qui arrivent dans les prochaines versions, et on conclura par un round de questions. Donc, via l'interface de GoToMeeting, vous avez l'occasion de taper vos questions. Donc n'hésitez pas tout au long du webinaire à alimenter ce pool de questions. On reviendra à la fin, on fera une passe et on essaiera de couvrir un maximum de terrain et de s'expliquer. Donc vraiment, n'hésitez pas tout au long du webinaire à le faire, n'attendez pas le dernier moment. Voilà. On démarre les questions immédiatement. C'est une session qui devrait durer 45 minutes, 1 heure. Voilà, donc je suis à votre disposition. Donc on va plonger tout de suite dans le vif du sujet. Donc voilà, je voulais vous expliquer un peu le terrain, qu'on comprenne pourquoi VHA est nécessaire. Et pour ça, on va utiliser l'exemple d'un client, d'une compagnie qui est devenue un de nos clients
par le besoin de VHA et voir comment ils ont commencé, les problèmes qu'ils ont eu, comment ils les ont réglés, et, voilà, et voir comment on est parti d'un cas très très simple et comment on a évolué sur quelque chose qui est plus compliqué et qui du coup a justifié Varnish High Availability. Donc, au tout début, quand vous commencez à avoir un peu de trafic, un des premiers réflexes, c'est d'avoir un moteur de cache, donc Varnish ou un autre, hein, en frontal qui va protéger vos backends. L'idée avec un serveur de cache, c'est que toutes les requêtes ne vont pas être uniques. On va pouvoir réutiliser du contenu qu'on a déjà livré, qu'on a déjà mis en mémoire, et le resservir très vite pour les autres utilisateurs qui demandent le même contenu. Donc là, on a un dessin qui est très très schématique avec des requêtes sur Internet qui débarquent. C'est 8 fois la même requête. Varnish n'a besoin d'aller qu'une seule fois au back-end pour enregistrer cette requête, même si toutes les requêtes arrivent en même temps. On a besoin d'aller qu'une seule fois au back-end pour pouvoir livrer le contenu à tous ses clients. Alors ça marche très bien. Il y a juste un petit souci, c'est que avec la popularité de notre client, et la vôtre, j'espère, croissante, un serveur Varnish va vraisemblablement pas être assez. Alors c'est rarement des problèmes de CPU, ça peut être des histoires de taille de cache, que ce soit en RAM ou sur disque. C'est souvent un problème de réseau. Donc la solution classique, hein, c'est de rajouter des machines Varnish. Et là, comme vous pouvez le voir sur le schéma, on a multiplié notre nombre de machines par 4. Le problème avec ça, c'est que, comme vous pouvez le voir dans la partie inférieure du schéma, on a aussi multiplié par 4 le nombre de requêtes à notre backend. Alors, c'est pas forcément un souci. 4 fois plus, ça peut être faisable pour certains backends. Mais ça veut quand même dire qu'on a une relation linéaire entre le nombre de backend et le nombre de Varnish. Si je triple mon nombre de Varnish, il va falloir que je vais tripler la bande passante de mon backend, qui elle aussi va être soumise à des goulots d'étranglement. Donc on a encore une réduction de bande passante, mais c'est de moins en moins efficace au fur et à mesure qu'on rajoute des serveurs Varnish. Et du coup, c'est un problème qu'il va falloir gérer. Et notre client, notre futur client à cette étape-là, a fait une chose qui est assez logique, qui est assez commune, qui est répandue, qui est le sharding. Alors le sharding, j'aurais pas spécialement de bonnes traductions en français, mais c'est une logique qui est assez simple. C'est qu'en fait, on va spécialiser nos caches. Alors ça va se faire principalement par l'addition d'une couche de load balancing en frontal devant nos Varnish, nos serveurs de cache. Et l'idée, c'est que on va répartir les requêtes par le contenu. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un round robin ou du list connection, là, on va regarder les URL, par exemple, et les rediriger systématiquement vers le même Varnish en fonction de l'URL. Donc là, vous voyez par exemple qu'on a toutes nos requêtes qui viennent d'Internet, que j'ai codées de couleurs différentes pour montrer les différents contenus. Et ça va rentrer dans le load balancer qui ne va pas s'occuper de cacher du tout, il va juste s'occuper vraiment de router vers le Varnish correspondant. Donc toutes les requêtes bleues vont vers le Varnish bleu, les vertes vont vers le vert, orange vers orange, et la couleur bizarre vers la couleur bizarre. Ça, c'est un truc qui est permis par des load balancers niveau 7, HAProxy par exemple. Varnish le fait très très bien. Mais voilà, vous avez besoin d'avoir une couche de load balancing qui est capable
d'introspecter, de regarder l'HTTP pour le faire. L'intérêt de cette solution, elle est à peu près claire quand on regarde côté back-end. On a 4 contenus différents et on a seulement 4 requêtes qui arrivent au back-end. Si on n'avait pas eu cette couche de load balancing, eh ben, chacun des varnishes aurait été obligé de connaître les 4 couleurs, donc faire un total de 16 requêtes au back-end. Là, c'est pas le cas. On a réussi à instancier chacun des types de contenus. Par contre, ça pose un petit problème en termes de redondance. Notre contenu maintenant n'est plus que sur un seul varnish. Donc si on perd un de ces caches, eh ben, il va falloir tout recacher. Et donc ça va être une surcharge pour le back-end supplémentaire. Donc ça marche très très bien en régime établi. Un échec réseau ou une perte de machine, par contre, peut envenimer la situation très très vite. Donc pour contrer ça, notre compagnie qu'on regarde, notre client, a rajouté du clustering. Donc on a pris la même infrastructure et on a juste rajouté des choses. Donc le cluster est un nom barbare qui dit qu'on rajoute plus de choses. Et là, en fait, on voit qu'on a doublé le nombre de varnishes. L'intérêt étant que on redirige toujours nos requêtes vers une paire de serveurs et que si un de ces serveurs-là tombe, on va pouvoir se reposer sur l'autre pour livrer le contenu. Donc en termes de redondance, on a corrigé la situation, ce qui est super. Par contre, si pareil, de la même façon, on regarde le back-end, bah, on voit le souci. Avant, on avait 4 requêtes, maintenant on en a 8. C'est-à-dire que on a rattrapé notre problème de redondance, mais on a remis de la bande passante sur le back-end, ce qui était ce qu'on essayait d'éviter au départ. D'autant plus que, vous me direz, on était parti avec, il y aurait normalement 4 requêtes, là on en a plus que 2, on a quand même divisé par 2. Le problème, c'est que ce ne sera pas forcément que des paires de varnish. Vous pouvez avoir un contenu qui est très très demandé et vous pouvez avoir besoin de plus de 2 serveurs pour livrer ce contenu. Ce qui peut être problématique. Donc, bon, c'est une solution qui marche, qui n'est pas totalement satisfaisante. Donc, on a essayé d'aller plus loin. On a poussé le bouchon. Et on a rajouté un truc qui s'appelle le cache traversal chez notre client, qui est finalement un nom un peu compliqué, mais qui revient à utiliser le varnish en serveur de cache quand ça vient du load balancer ou en back-end quand ça vient du varnish d'à côté. L'idée, c'est qu'une requête en fait va traverser un voire les 2 varnish avant d'arriver au back-end. Donc là, c'est relativement simplifié. Je vous ai placé les flèches noires qui montrent ce passage. Normalement, il y a 2 flèches noires par contenu, chacun des 2 varnish utilisant l'autre comme back-end. Sur le principe, c'est assez sexy parce que on a la redondance, on n'a pas augmenté la bande passante, ce qui est bien. Ça fait plaisir. Par contre, il y a un certain nombre de problèmes qui arrivent avec ça, c'est que bon, on va accroître la latence. On doit traverser une couche de cache en plus. Alors c'est pas énorme. Varnish est extrêmement performant en termes de gestion de paquets, en termes de gestion de requêtes. Mais par contre, on rajoute quand même des trajets sur le réseau qui rajoutent un peu d'overhead. C'est pas énorme, mais voilà, c'est un truc en plus. C'est des liens réseau qui peuvent chuter aussi. Donc, c'est des choses en plus. Deuxième chose, c'est que
le setup est absolument pas, la configuration n'est absolument pas triviale. C'est grâce au VCL, donc le langage de configuration de Varnish, c'est quelque chose qui se code, qui se fait très bien, mais qui va quand même prendre pas mal de logique, pas mal de lignes de code, et on va pouvoir appliquer ce genre de choses pour un setup relativement basique. Le problème va être quand on va avoir besoin d'intégrer et cette logique et une logique de business avec des règles de routage un petit peu rigolotes, avec des TTL personnalisés et ce genre de choses. Le mélange des deux va commencer à poser problème. On va aussi avoir des problèmes avec la gestion de l'ISI, probablement du gzip. Voilà, ça rend vraiment ce genre de configuration difficile. Et le dernier truc, c'est que ça marche vraiment bien avec 2 nodes. Dès qu'on essaye d'aller à 3, ça commence à devenir très 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 compliqué. Faut éviter les boucles, il faut décider de est-ce qu'on fait un graphe en étoile, est-ce qu'on fait un anneau. C'est des considérations et de l'implémentation qui peuvent marcher, mais qui sont très dures à maintenir. Donc c'est assez frustrant comme situation, puisqu'on se retrouve dans un cas, on a 3 trucs qu'on aimerait bien, et maintenant, chaque fois qu'on tire d'un côté, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Donc c'est pas la solution est loin d'être évidente. Donc c'est ça qui nous a amené à prendre un peu de recul, un peu de hauteur, à regarder un petit peu comment tout ça se passait, et à essayer de designer une solution pour résoudre ce genre de problème. Et donc c'est avec ça qu'on est arrivé à Varnish High Availability. Donc VHA vraiment pour le reste de la présentation, ça va quand même être beaucoup plus simple. Donc le marketing me pousse à le répéter, c'est une exclusivité Varnish Plus. Et techniquement, et c'est ça qui nous intéresse, Varnish High Availability, c'est un outil de réplication de cache. Donc l'idée, c'est que quand on a une entrée dans le cache, quelque part, VHA va être capable de pousser ça sur les caches du cluster pour qu'ils puissent profiter de ça sans aller embêter le backend. En termes d'architecture, c'est un tout petit démon qui tourne à côté de Varnish, donc c'est pas c'est pas un add-on qui tourne dans le cœur de Varnish, c'est vraiment un démon qu'on peut éteindre, allumer à la volée. On a une configuration, on le verra, qui est relativement simple. On a vraiment essayé d'être le moins invasif possible. Pour ceux qui connaissent Varnish, on utilise ce qu'on appelle le VSL, le Varnish Shared Log, qui est une zone mémoire partagée sur laquelle les consommateurs de log vont pouvoir se brancher. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on va utiliser ça comme un bus, finalement. Et on n'a pas de... On va être complètement non bloquant. On vient pas s'insérer dans un pipe où il faut consommer suffisamment vite et pousser les données. On est avec une relation directe avec Varnish, mais c'est une relation non bloquante. Et on pousse un peu plus loin ce concept avec une notion qui est très importante pour nous, c'est que VHA est débrayable à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si VHA marche, si les nodes sont up, si le réseau fonctionne bien, eh ben, on va avoir notre application de cache qui marche sans souci. Si on a quelque chose, alors ça peut être un bug, ça peut être une panne réseau, ça peut être un problème matériel quelconque, c'est pas grave. On retombe au pire des cas comme si VHA était éteint. Donc il n'y a pas de problème de quorum, de synchronisation entre les nodes. Ça se branche et ça se débranche sans aucune arrière-pensée. Alors,
La réplication, on va attaquer la technique maintenant. On a un petit protocole qui est relativement simple, qui, je vais vous présenter sur un petit exemple. Si notre première node a reçu une entrée en cache, bah, elle va communiquer à la node 2 en lui disant bon bah écoute, j'ai un nouvel objet, s'il te plaît, confirme-moi que tu l'as. Je sais, ça commence comme une blague avec des gens qui rentrent dans un bar, mais suivez-moi. La node 2, bah, du coup, va se rendre compte qu'elle ne l'a pas en cache et va la requêter à la première node, qui va lui envoyer le contenu. Et enfin, la deuxième node va pouvoir finir la discussion et dire bon bah oui, c'est bon, je valide que j'ai cet objet. Et en fait, quand on y pense, cette petite discussion qu'on a entre nos deux nodes, ça ressemble énormément à de l'HTTP. Finalement, ça demander la confirmation, demander des métadonnées sur un objet, ça revient à faire un head, en disant j'ai pas besoin du body, j'ai juste besoin des entêtes. La deuxième node, elle, va par contre avoir besoin du body, donc elle va faire un get. Node 1 va répondre à un 200 OK avec le corps du message, et la node 2 va pouvoir juste répondre les entêtes 200 OK. Et des infos qui finalement sont assez peu importantes. Ce qui nous intéresse, c'est juste de finir la boucle HTTP, d'avoir une question, une réponse. Et ça, si on regarde, c'est relativement efficace. On a 4 messages pour balader un objet. Alors vous allez peut-être trouver que c'est un peu beaucoup. Après, c'est seulement des métadonnées. Il n'y a qu'un seul des 4 messages qui est effectivement de la donnée lourde, celle avec le body. Par contre, si la node numéro 2 a déjà l'objet, et ben finalement, on n'a que le premier et le dernier message qui vont compter. Est-ce que tu as Est-ce que tu as l'objet? Oui, je l'ai. C'est bon. On a fini notre discussion. Tout est bon. Et quand on y regarde, entre ces deux slides, il y a une mécanique qui rappelle finalement le cache. C'est donne-moi l'objet, oui je l'ai, je te le donne, ou non je ne l'ai pas, je vais le chercher, puis je te le donne. Et ça, c'est un truc qui est important. Alors, on va quitter le diagramme de séquence pour passer sur un truc un peu plus visuel. Avec une architecture qui est relativement simple, on a un client, on a 2 varnishes. Les varnishes sont rouges parce qu'ils n'ont pas l'objet en cache. Et derrière, il y a un back-end. Les deux varnishes sont VHA. Et si on a un client qui nous demande un contenu fou, quelconque, que nous, on n'a pas, Varnish va aller chercher au back-end, qui va évidemment, ou fort heureusement, nous le renvoyer. On va pouvoir envoyer ce contenu au client et le mettre en cache. À partir de là, vous voyez que le petit module VHA jaune est passé en jaune, donc c'est en fait activé. On s'est rendu compte qu'il y avait une entrée d'objet en cache, et donc il va falloir répliquer ça. Et là, la chose qui est intéressante, c'est que VHA va pas aller parler, il va aller parler à l'autre node, mais pas à VHA. Il va aller parler directement à Varnish pour justement profiter de cette mécanique de cache. En fait, c'est pas tant qu'on pousse un objet en cache, c'est qu'on va déclencher un pool. La nuance est un peu subtile, mais finalement, c'est ça qui se passe. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que notre varnish qui est encore rouge là ne va pas aller au back-end, parce que au final, ce qu'on veut, c'est empêcher le back-end d'être surchargé. Donc, si on remplissait notre cache en allant chercher au back-end encore une fois, bah, on aurait un petit peu raté notre coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va bypasser le back-end. Et dans notre sélection, en fait, on va aller chercher l'objet directement sur le varnish qui nous a déclenché, puisqu'on sait qu'il a l'objet.
C'est fait de manière dynamique et finalement de manière assez simple euh, dans le VCL. On utilise un truc de Varnish Plus qui sont les backends dynamiques. Et en fait, le premier Varnish, dans sa requête de réplication, a mis son IP et son port pour pouvoir être contacté par la deuxième node. Donc de cette manière, on n'a pas besoin de hardcoder les autres varnish dans le VCL. On peut rajouter des nodes à peu près à la volée, il n'y a pas de souci. Alors le reste de l'histoire finalement là est assez peu intéressant. Le premier varnish répond au second avec le contenu et on finit notre discussion avec 1, 200, ok. Il n'y a pas de feinte, tout est simple ici. Alors, les diagrammes, la théorie, c'est mignon, mais qu'est-ce que ça implique pour notre client qui du coup ne s'en sortait pas avec de l'infrastructure qui devenait de plus en plus compliquée? Et ben en fait, on est revenu, on a entre guillemets régressé à l'étape où ça a commencé à partir dans le décor. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir juste plus de varnish. Le load balancer ne nous intéresse pas. Le clustering, ce n'est finalement qu'une réaction à un problème. Donc, c'est pas des choses dont on a besoin. Notre état de départ, entre guillemets, c'est bon, bah voilà, j'ai 4 varnish. Par contre, le problème, c'est que il crée trop de requêtes sur le backend, donc il faudrait essayer de changer ça. Et en fait, avec VHA, c'est finalement relativement simple. Il suffit d'installer VHA, de dire, d'expliquer à VHA qui est dans le cluster, et à partir de là, les nœuds varnish vont se parler de l'un à l'autre, et on redescend finalement à le cas parfait, à savoir on est capable de gérer le trafic parce qu'on a 4 varnish, mais d'un autre côté, avoir ces 4 varnish ne crée pas plus de trafic vers le backend. Donc on a réussi à resimplifier l'architecture. On a réussi à rendre indépendant et la couche de contenu et la couche de cache. C'est-à-dire que là, si on veut rajouter des varnish, on pourra le faire sans avoir à se soucier à se soucier de ce qui se passe derrière, puisqu'on n'augmente pas notre trafic vers l'upstream. Et puis bien sûr, comme on a plus de cache, le contenu est plus proche de nos utilisateurs. On n'a pas besoin d'aller au back-end. On a besoin d'aller au back-end beaucoup moins souvent. Donc on a une meilleure latence. Voilà, et du coup, ça nous a réduit aussi notre miss ratio. Puisque là, maintenant, en fait, un miss est un miss pour tout le cluster et pas juste pour une machine. Allez, on va, maintenant que la théorie normalement est expliquée, on va passer sur la partie un peu tricky, qui est la démo. Alors, la démo, elle va être relativement simple. Je suis pas adepte des démos grandiloquentes avec des graphes en temps réel qui font des trucs parce que c'est souvent de la poudre aux yeux. Donc, on va faire un truc très simple, mais qui devrait être relativement explicite. Donc, on va partir avec ce setup, un client qui va juste être une boucle curl qui va taper au hasard sur un des six varnish que vous voyez en dessous à chaque fois et sur un des milliers d'objets qui est présent dans le backend 1 et dans le backend 2. Nos backends, nos varnish, ils sont divisés en deux clusters. L'un qui va être avec un VHA activé, Alpha Bravo Charlie, et de l'autre sans VHA, Delta Echo Foxtrot. Et le cluster va taper vers son propre backend. Alors, étant un Linuxien convaincu, je vais vous faire une démo purement
au terminal, comme ça vous pouvez vérifier que je ne triche pas, que je ne vous mens pas. Et ce qu'on va vérifier en fait, ce qu'on va monitorer, c'est les lignes de log sur chacun des backends. Alors, hop, on va passer là-dessus. Donc, je vais démarrer mes deux backends. Alors, c'est du Python Simple Server, il n'y a rien de compliqué. Le petit unbuffer que vous voyez au début, c'est vraiment juste pour éviter le buffering et qu'on ait les lignes une à une. Et le petit awk que vous voyez, c'est pas une entourloupe, c'est juste pour afficher le numéro de ligne. Qu'on commence à 0 où le simple server nous dit que on est en train d'écouter sur 0000, donc toutes les adresses IPv4, et le port 9000 ou le port 9001. Je vais avoir alors un varnish, si je le retrouve, voilà. Alors je vais avoir 6 varnish en fait qui vont tous utiliser le même VCL. C'est un VCL qui est relativement basique, mais je voulais vous montrer un VCL qui soit comment? Pas un VCL vide, histoire d'être honnête. Attendez deux secondes. Pardon, excusez-moi, je regardais s'il y avait pas des questions urgentes à gérer, mais on pourra. Mais du coup, merci d'avoir déjà commencé à poser des questions. Donc voilà, c'est un VCL qui est relativement simple, mais qui a quand même une logique dedans, histoire de ne pas vous montrer le setup. Ah oui, c'est très très simple dans le cas où votre VCL est vide. Là, on a un VCL de taille petite taille, mais qui a quand même une certaine logique. Et la chose qui est intéressante, c'est ce petit bout de code, qui est finalement très très simple, mais qui en fait va permettre de faire la répartition en fonction, hop, je vous montre, voilà, en fonction du port d'attaque, donc le port d'écoute. On va répartir les requêtes s'il y a besoin vers le premier backend ou le deuxième. Voilà. Donc mes trois premières machines dans le premier cluster vont être sur des ports qui sont en 8086 et au-dessous, et donc vont aller taper le backend primary, et les autres vont aller taper sur le backend secondary. Donc tout le monde utilise le même VCL, et ça va être relativement important pour la suite. À partir de ça, je démarre mes 6 varnish. Est-ce que j'ai mes 6 varnish? Normalement, peut-être un. Excusez-moi, je vérifie ça. 82, 84, 86, 88. Bon bah écoutez, de toute façon, on va vérifier ça tout de suite. On va pouvoir lancer la boucle curl. C'est très très simple. Je choisis un de mes varnish au hasard, et ensuite je choisis un fichier qui est en foo-1 jusqu'à 1000. Et je télécharge et je boucle. Et là, j'ai un code d'erreur. Évidemment, c'est une démo. Ça marche toujours très très bien. Pourquoi? Pardon, excusez-moi. Bon, donc c'est la magie de l'effet démo. Je n'étais pas dans le bon répertoire. Donc normalement c'était des 404, donc ils devraient. Ah, ils vont être mis en cache. Donc je redémarre mes varnish. Je vais pouvoir relancer. Et il me manque un varnish, je suis désolé. C'est la magie de Putty. C'est la magie de Windows. Comme ma fonte est trop grande,
Tmux refuse de tout mettre sur le même écran. Il va falloir ruser. On est reparti. Voilà. Donc là, vous avez bien les 6 varnishes qui sont sur l'écran. Tout marche bien. Et maintenant, voilà. Notre curl tourne à fond les manettes, il n'y a pas d'erreur. Et voilà. Donc là, on a notre premier back-end à gauche, le deuxième à droite. Et vous voyez que il tourne à la même vitesse. Il n'y a pas vraiment de différence. Au final, c'est normal. On n'a pas activé VHA pour le moment. Donc ça, c'est vraiment juste pour vous montrer que si on ne fait rien, on a 2 clusters qui sont rigoureusement égaux. On a peut-être une différence d'une ou 2 unités à gauche et à droite parce que c'est de l'aléatoire, mais pas plus que ça. Donc maintenant, si je veux installer VHA sur un de mes serveurs, un de mes clusters qui marche, je vais commencer par tuer mes clients. Je vais redémarrer mes serveurs juste histoire de reset le compteur. Et je vais aller m'intéresser à mes varnishes. Comme on l'a vu, VHA va demander à Varnish de revenir et donc de bypasser le back-end normal. Et pour ça, il nous faut un petit bout de VCL qu'on va générer. Et on va le générer avec un petit script qui s'appelle VHA generate VCL. On va lui dire de générer un VCL qui authentifie les requêtes via un token. Alors on peut utiliser plein de méthodes, ça peut être des règles de firewall, ça peut être basé sur le port, ça peut être sur des ACL. Le plus simple, c'est d'avoir un token secret et de se mettre d'accord sur ce token. Ça nous génère ce VCL là qu'on va mettre dans un fichier qui s'appelle VHA VCL. Et là, vous voyez que ça nous crée 3 fonctions dans le VCL. Et ces fonctions, il va falloir les utiliser. Alors, ça va être relativement simple. Donc, la première chose, ça va être d'inclure le VHA VCL. Et il va falloir appeler donc ces 3 fonctions. La première, c'est VHA backend selection, qui va du coup opérer ce reroutage et donc overrider, si vous pardonnez mon franglais, la sélection d'origine. C'est-à-dire que ici, on avait un choix entre primary et secondary en fonction du port. C'est là où normalement on doit aller. Sauf que ici, on va forcer la sélection du backend. Il va aussi falloir que on appelle VHA skip grace, parce qu'il est important de ne pas répliquer du contenu qui est expiré, donc qui est en grace. Là, si une node reçoit une requête qui est expirée, on va lui demander de revalider ce contenu auprès de la node qui a initié la requête. Et enfin, la dernière, elle est un peu anecdotique, qui est VHA clean headers. C'est juste histoire de retirer quelques entêtes qui pourraient poser des problèmes au final, qui risquent de s'accumuler en fait. Donc voilà, c'est à ça que sert VHA clean headers. C'est fini pour la configuration Varnish. C'est extrêmement bêta. Et vous voyez que là-dessus, on n'a rien précisé en termes de machines. On ne sait pas où sont les machines du cluster. Il n'y a rien eu à faire.
Une fois que c'est fait, je peux les redémarrer. Et je vais enfin m'occuper de VHA, parce que c'était quand même ça qui nous intéressait. Alors VHA, la conf est assez simple. On va utiliser un fichier qui s'appelle nodes.conf. Alors vous l'appelez comme vous voulez, hein, c'est juste que par défaut il s'appelle nodes.conf et il va nous décrire le cluster. Je donne un nom à la machine, égal, l'IP, le port, s'il y a besoin. On peut faire de l'IPv6, on peut faire de l'HTTPS. Il n'y a pas de souci là-dessus. On peut aussi préciser plusieurs clusters. On verra ça tout de suite après. Et je vais, tant qu'à faire, vous montrer le script de démarrage. C'est tout bête. On lance VHA. -V2, c'est pour dire que on veut de la verbosité. On va lui dire qui on est, donc alpha ou bravo ou Charlie. On donne le fichier des nodes et on dit où Varnish a son répertoire de travail. Ça, c'est uniquement nécessaire parce que comme je suis très feignant, j'ai placé toutes mes instances sur mon laptop. Mais voilà, si vous n'avez qu'un seul Varnish par machine ou par conteneur, vous n'avez pas besoin de ça. Et à la fin, on va retrouver le token qui est à inclure dans les requêtes de réplication pour être authentifié, qu'on a utilisé pendant le Generate VHA. Et on est parti. J'ai lancé mes VHA. J'ai lancé mes Varnish. Mes serveurs back-end sont lancés. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à lancer ma boucle curl, qui pareil, va s'en donner à cœur joie. VHA, alors j'ai mis de la verbosité très forte. Donc là, on a tous les requêtes, les requêtes HTTP qui sont ignorées, etc. Côté serveur, eh ben, on voit déjà que ça commence à changer. Alors qu'on était au coude à coude précédemment, là on voit que à gauche on est plutôt autour de 930, à droite on est à 1800. Et donc ça forcément c'est à cause de la réplication. Plus on va avancer dans le temps et plus il va être difficile de trouver un objet qui ne soit pas caché dans le cluster, évidemment. Mais par contre, à gauche, on va 3 fois plus vite à remplir le cluster qu'à droite, puisque à droite, si on a un miss, eh ben on va mettre à jour cet objet sur une machine, sur un varnish, et à gauche, on va le mettre à jour sur les 3 machines. Donc, je vous avais dit qu'on avait 1000 objets au total, donc de foo 1 à foo 1000. Et en fait, voilà, on est en train d'atteindre cette limite de 1000 objets à gauche, tandis qu'à droite, eh ben, on va partir plutôt vers du 3000, puisque on va avoir 1000 fois cet objet, mais 3 fois sur chacune des machines. Donc voilà, c'était la démo. Je pense que c'est visuellement assez convaincant. La configuration est super simple. Donc j'espère que vous êtes convaincus. Si vous avez besoin, on peut y revenir tout à l'heure. Je vais juste couper les requêtes histoire de ne pas faire chauffer trop la planète. Alors, il y a quelques points que j'ai pas forcément abordés. Le premier, c'est que j'ai montré la théorie avec 2 nodes. J'ai fait la démo avec 3 nodes, mais en vrai, ça va fonctionner avec des dizaines de nodes. VHA se base donc sur Varnish et sur libcurl, donc c'est 2 des acteurs HTTP les plus violents, les plus efficaces du marché. Donc voilà, en termes de charge, en termes de vitesse, en termes d'efficacité, on fait difficilement mieux.
Donc voilà, ne soyez pas limité, alors ça marche sur 2 ou ça marche sur 3 nodes, ça va marcher sur un nombre quelconque de nodes. On utilise Varnish, et plus que ça, donc on utilise Varnish Plus, ce qui nous permet donc d'avoir un VCL qui soit statique. Donc on l'a généré certes, mais on ne l'a généré qu'une seule fois. Si on rajoute des nodes, il s'agira juste de mettre à jour le nodes.conf et de faire un petit reload de VHA, mais le varnish ne change pas. Et ça, c'est grâce au vmod de backend dynamique qu'on a dans Varnish Plus. On a out of the box le support de l'HTTPS, donc vos requêtes peuvent être faites en HTTPS. On a une question pendant la session anglaise qui était est-ce qu'on peut avoir un cluster qui soit, je pourrais me mettre en plein écran, excusez-moi. Est-ce qu'on peut avoir un cluster qui est répliqué localement en HTTP et si c'est externe en HTTPS, c'est tout à fait faisable. Il n'y a aucun souci là-dessus. On a un support de l'ESI, c'est-à-dire que, alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'ESI c'est le Edge Side Fragment, ça a à la base été créé par Akamai et ça permet en fait de composer des pages à partir de petits bouts d'HTML. Et ce que fait Varnish en fait, c'est qu'il va cacher chacun de ces éléments indépendamment pour avoir des TTL indépendantes. C'est avec la solution de cache traversal, si vous vous en rappelez, c'est généralement le souci qu'on a. Il faut décider, il faut dire à Varnish non, n'agrège pas, etc. Avec VHA, on n'a pas ce problème. Chacun des fragments est sauvé indépendamment et on peut et voilà, et ça juste marche finalement. Et deux choses qu'on a, pareil avec Varnish Plus, qui vont nous permettre de réduire la bande passante, c'est la revalidation de contenu. C'est-à-dire que si on demande à une node de répliquer du contenu qu'elle a déjà, mais qui est expiré, elle va juste demander si cet objet a été mis à jour depuis. Et s'il ne l'a pas été, on esquive complètement le transfert du fichier. Et si les backends nous ont dit que le contenu était compressé en gzip, et on va réutiliser ça systématiquement. Voilà. Donc on va vraiment tirer les besoins en bande passante vers le bas. Et sur un sujet annexe, mais quand même très pertinent, depuis la version VHA 2.0, on a le support du cluster. Alors c'est un nom qui est un petit peu compliqué puisque vous allez me dire on a déjà cette notion de cluster, on vient de faire la démo. En fait on a la gestion de clusters multiples. C'est-à-dire que si on prend un cas basique, par exemple AWS ou Azure, là j'ai 3 clusters de 3 nodes en Europe, en Amérique et en Chine. À l'intérieur de ces clusters, les communications sont gratuites, il n'y a pas de problème, mais généralement dans le cloud, on vous fait payer les connexions interpop. Donc vous n'avez peut-être pas envie qu'il y ait énormément de trafic qui passe de l'Europe à l'Amérique ou de l'Amérique à la Chine. Donc c'est donc un truc qui est nouveau dans VHA 2.0. Si on a une requête qui arrive sur un no varnish, donc on met cet objet en cache, VHA va s'activer, mais au lieu de contacter les 8 autres nodes, comme si on était dans un seul et même cluster, on va se rendre compte qu'il y a des machines qui sont à l'extérieur, et on va répliquer chez nos deux compères locaux, et on va choisir un varnish dans chacun des clusters, chez qui on va répliquer. Et dans un deuxième temps, chacun de ces deux varnish va répliquer à ses compères locaux. Et évidemment, on évite les boucles qui feraient qu'on renverrait cette réplication encore et encore. Donc voilà, ça c'est un truc qui marche très bien, qui est là depuis 6 mois maintenant.
Mais on continue à nous poser la question, donc c'est important de le placer dans le webinaire. On va bouger sur la roadmap, hein, sur les nouveautés qui arrivent très bientôt. J'ai pas encore spécialement d'ETA, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, donc ça arrive très très prochainement. Support des requêtes POST. En fait, c'est très spécifique. On sera capable de gérer toutes les requêtes qui ont un contenu. Voilà, c'est un requis de beaucoup de sociétés, de boîtes, et du coup, c'est maintenant un truc qu'on est capable de gérer. C'est en bêta, le code est dans le trunk, ça part à la prochaine release. On a rajouté la capacité d'ajouter des headers, donc des en-têtes, dans les requêtes de réplication. C'est une chose qui peut paraître un peu étrange, puisqu'on a normalement on a juste besoin de faire une réplication en 1 pour 1, donc il n'y a pas besoin de modifier cette chose-là, sauf qu'il y a certains usages de Varnish, qui sont d'ailleurs plutôt intelligents, qui en fait vont faire prendre des chemins différents dans le VCL en fonction du port d'attaque, qui est finalement comme ce qu'on a fait dans notre démo. Et le problème, c'est que l'HTTP est aveugle à ces problématiques de port TCP, donc il est intéressant de pousser de l'information supplémentaire dans la réplication de requêtes, et ça, on peut le piloter depuis le VCL. Comme vous l'avez vu, le note.conf est extrêmement simple, c'est un fichier ini tout bête, mais il faut quand même l'écrire. Et du coup, c'est sympa de l'interfacer avec du DNS, du Kubernetes, ou par exemple l'administration VAC de Varnish. Donc on a des clients qui utilisent des scripts pour le mettre à jour, etc. Mais on s'est dit que c'était quand même sympa en termes d'expérience utilisateur d'avoir un produit qui marche directement out of the box. Donc on est en train de travailler sur un outil qui va regarder les clusters et prévenir VHA en cas de modification. On est aussi en train de travailler sur limiter les réplications, puisque des fois, si vous avez un cluster qui, par exemple, il y a des objets qui ne sont jamais requêtés chez lui, c'est pas intéressant de pousser la réplication. Et là, pour le moment, on fait de la réplication sur tous les clusters, toutes les nodes. Donc, il serait intéressant de piloter via le VCL, d'utiliser cette programmabilité peut-être, oui, programmabilité, pour informer VHA que non, c'est pas la peine de répliquer partout. Et enfin, on a du VCL qui est sympa, mais on aimerait fournir encore une meilleure expérience utilisateur et offrir un vmod pour faciliter encore la configuration, pour ne pas avoir à générer ça. Voilà. Écoutez, on en arrive au moment tant attendu critique où enfin je peux avoir un retour de votre part. Et du coup, on va attaquer les questions. Donc, si ce n'est pas encore fait et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster tout de suite. Alors, excusez-moi, j'ai perdu l'interface. Alors attendez, si je ne me suis pas planté et je me mets en danger tout seul. Voilà. Mais voilà, c'est juste pour montrer que j'ai bien téléchargé seulement 1000 objets et que je me suis arrêté là. Sur mon écran de gauche. Pardon. Alors, on a 2 questions de Patrice. Alors, serait-il possible d'avoir une version low cost du support à l'image de Red Hat Enterprise Self-Support? Alors, oui, ce serait effectivement super, et en fait ça existe déjà. Si vous utilisez Varnish Extend,
Donc, vous pouvez trouver sur Amazon, sur le marketplace et sur Azure très très bientôt les images, les AMI Varnish. Donc vous pouvez avoir du Varnish Plus à la demande, à volonté, via Amazon et bientôt sur Azure, et on est en train de travailler sur Google Cloud. Donc une fois que vous êtes inscrit là-dessus, vous allez vous avez accès à notre support. Et donc c'est des ingénieurs, typiquement moi. Si vous avez besoin de français, on peut vous répondre en français, qui vont vous aider. Sachant que chez nous, en fait, la fonction de support est assurée par les développeurs directement, donc on n'a pas un niveau 1, niveau 2, niveau 3. On est directement sur le terrain pour vous aider, et puis pour se rendre compte de ce qui est important et de ce qu'il faudrait développer par la suite. La possibilité d'ajouter un WAF, et ben justement, c'est pas le boulot de VHA de s'occuper du WAF. Le WAF, c'est vraiment c'est un truc côté HTTP, contrôle d'accès, donc c'est un truc qui va être fait par Varnish, et les deux sont absolument pas mutuellement exclusifs. On peut très très bien avoir un Varnish configuré en WAF avec le VHA qui tourne. Voilà, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Quid de la répartition du sharding en cas de défaillance d'un Varnish, de Jean-François. Alors, on a dans Varnish deux directeurs. Le premier qui est le H, qui est un peu bécassou, qui est très simple en termes de code et qui marche très très bien, mais qui va avoir tendance à repousser du contenu, qui va déporter du contenu, même si les nodes qui avaient ce contenu ne sont pas tombés. Ce qui est pas forcément top. On a aussi un directeur shard qui, lui, par contre, est beaucoup plus cohérent. C'est-à-dire que si on a un back-end qui tombe, seulement le contenu qui devait lui arriver est réparti. Donc, en gros, c'est le vmod shard, donc le vmod director shard, pardon, qu'il faut utiliser si les défaillances ou des pertes de machines ou des ajouts de machines sont assez fréquents. Pour des clusters un peu plus classiques, autant utiliser le hash qui est plus simple à mettre en œuvre. Pouvez-vous revenir sur l'ajout suppression dynamique de serveurs? Alors, je ne sais pas exactement ce qui était intéressant de ce côté-là. J'y reviens. Alors, en fait, la logique est simple dans le sens où on considère avec comment ça s'appelle? Non, excusez-moi, c'est pas celui-là. On considère que ce n'est pas à VHA de s'occuper de traquer ces serveurs. Donc, la source de vérité pour VHA, ça va être le nodes.conf, donc ce petit fichier-là. Et on peut faire un reload de VHA, donc qui ne cassera pas les connexions ni rien, mais où il va relire ce fichier. Donc, si on a des pertes ou des ajouts de machines, eh ben, il faut mettre à jour ce fichier-là et il faut prévenir VHA. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Si vous utilisez par exemple consul.io, vous avez des hooks en cas d'ajout suppression de machine qui permettent de très très facilement mettre à jour nodes.conf. Kubernetes n'a pas ce genre de choses, mais par contre, il y a une API HTTP qui permet de faire du long polling. Du coup, l'idée, c'est vraiment de tout mutualiser et d'avoir un outil qui soit capable d'écouter et le DNS, et Kubernetes, et Consul.io, et etcd, et Zookeeper pour avoir une solution qui soit clé en main. On lance VHA, on lance le Watcher, et s'il y a quelque chose qui bouge, VHA est mis tout de suite au courant. Donc, c'est pas un problème qui est géré
côté VHA, c'est un problème qui doit être géré de manière plus globale. Et voilà, c'est juste une question d'intégration, mais il faut aller regarder un petit peu, faire le tour des popotes, comme disait ma grand-mère, pour voir ce qui se fait, voir ce qu'on peut proposer comme interface pour que ce soit facile. Voilà. Ça répond à la question. Alors, hop. Je suis désolé. Hop. Alors, dans les autres questions. Alors, attendez, je suis perdu. Je suis désolé. Voilà. Alors, donc ça c'était la suppression de serveur. Aurons-nous accès à la vidéo du webinar de Rachid? Eh bien oui. Oui, c'est prévu. Normalement, on vous renvoie un petit mail avec l'enregistrement. Super démo. Ben, merci Rachid. Je suis ravi que ça vous ait plu. Encore une question du prolifique Rachid. Si un varnish redémarre, comment est gérée la réplication de cache VHA? La question est intéressante. Ce qui va se passer, c'est que pour Varnish, s'il n'y a pas de persistance de cache, donc c'est un truc qui existe notamment dans Varnish Plus, mais qui n'est pas dans la version open source, s'il n'y a pas de persistance, on repart avec un cache qui est à vide. Donc le VHA de cette machine va considérer que il n'y a que des entrées de cache. Donc elle va être peut-être un peu surenthousiaste et essayer de répliquer tous les objets qui rentrent dans le cache. Sauf que ses collègues, eux, ne sont pas tombés, ont un cache qui est quasi plein, donc qui vont systématiquement lui répondre à un 200 OK sans redéclencher de requête vers la première machine. Si ça reste un problème, VHA a des mécanismes pour limiter le nombre de threads qui tournent. Par défaut, on est à 10 et on a un backlog d'un millier de requêtes. Voilà, qui nous permet de modérer un peu les choses. Sinon, il est tout à fait possible d'utiliser ce qu'on appelle le vmod throttle, qui permet de limiter le nombre de requêtes de réplication qu'on va pouvoir faire à un client, enfin à nos pairs. Alors, question de Karim, est-ce qu'on peut répliquer uniquement les objets issus des ESI? C'est tout à fait possible. Parce que c'est ce que je viens de dire. En fait, par défaut, et enfin, c'est ce que je viens de dire, mais la question était posée avant, pour être honnête. C'est ce que je viens de dire, du coup. Depuis le VCL, on peut limiter la réplication. Je vous avais dit que là, on voulait progresser vers un mode où on pouvait dire quel cluster était répliqué, mais par défaut, on a du on-off qui existe déjà. Donc, on peut dire, bon, bah tiens, ça, c'est pas de l'ISI, on ne réplique pas. Donc, c'est tout à fait faisable. C'est juste que par défaut, on le fait, par défaut, on réplique, et il faut qu'on ait un petit signal du VCL pour nous dire de ne pas le faire. Voilà. Alors Patrice qui en demande toujours plus, qui voudrait le PowerPoint, ça doit être faisable. C'est des slides de Google, mais on doit pouvoir exporter ça en PPTX. J'ai quelques animations, c'était magique, ça bougeait dans tous les sens. Vous avez pu voir, mais on va faire le maximum pour vous mettre ça à disposition. Autre question. Alors, pourquoi ne pas avoir la fonctionnalité de remplir un cache vide avant de le remettre en production? Question de Jean-François. Donc, préchauffage de cache, c'est une bonne question. Parce que c'est pas comment ça s'appelle? Ce n'est pas le rôle de VHA. C'est souvent une réponse qu'on a chez les devs Unix. On se contente à son petit périmètre.
Alors, c'est un truc qu'on peut faire. VHA, en fait, se base sur le VSL et a accès à à quasiment toutes les capacités de lecture de log. C'est-à-dire qu'on peut donner un fichier de log qu'on a enregistré à VHA, le lancer, il va dérouler le fichier de log et puis s'éteindre juste après. Donc ça marcherait très bien, il faut juste que ce fichier de log corresponde à des entrées en cache. Donc voilà, c'est possible, c'est pas forcément, enfin c'est très sympa à faire, notamment si vous avez un fichier de log qui correspond à les premières minutes de vie d'un cache. Une autre réponse que je pourrais faire, c'est que le remplissage de cache se fait de manière extrêmement différente suivant les métiers. C'est-à-dire que si vous faites de la VOD, par exemple, eh ben vous allez être intéressé principalement par lire des manifestes HLS, HSS ou HDS, et puis tirer les informations de ça et aller les lire. Si c'est seulement un site web, vous allez juste faire un wget en récursif pour tirer dessus. Donc finalement, les solutions existent, et c'est généralement beaucoup plus simple de les recréer pour ce besoin spécifique que d'aller avoir une solution qui va essayer de satisfaire tout le monde. Voilà. Et j'ai Patrice qui nous demande encore plus de l'avoir en PDF. Le PDF, malheureusement, risque de poser problème puisque il y a des animations, donc ça ne passera pas. Mais je suis prêt à faire un effort et vous en sortir une version qui n'a pas de comment ça s'appelle, qui n'a pas d'animation. Grand Seigneur. Très bien. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. On va finir là-dessus. Juste, juste des petites choses. Si vous repensez à quelque chose après, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je suis facilement trouvable sur Twitter, sur le site de Varnish. Donc n'hésitez pas à me retrouver là, et même pour les questions commerciales, je serais ravi de vous aider. Alors attendez, hop, on a Olivier qui nous pose quand même la question de pourquoi ne pas s'appuyer sur les logs standards. Mais c'est exactement ce qu'on fait. C'est juste que chez Varnish, les logs en fait sont dans un espace mémoire partagé, et que si on veut produire des logs, eh bien on a les outils pour ça là-dessus. L'intérêt de ne pas produire un fichier, et de rester en mémoire partagée, c'est que en fait tout le monde peut venir se brancher sur la même mémoire partagée, tout le monde est non bloquant et on n'a pas d'histoire de pipeline où on va se tirer dans les pattes. Voilà. Désolé Olivier, je viens juste de voir ta question. Donc j'espère que ça y répond. Et avant qu'on ne se quitte, c'était un plaisir de vous accueillir. Je voulais juste qu'on passe sur le dernier slide qui est, à mon sens, important. Ce sont les crédits des images qui ont été utilisées pendant ce webinaire. Donc voilà, rendre à César ce qui est à César.